Je m'appelle Bengt Kaiser, je suis médecin de formation, professeur d'université à la retraite. J'ai travaillé pendant longtemps dans les sciences du sport. J'ai dirigé l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne à la fin de ma carrière. Et depuis 25 ans, je suis un tout petit peu le développement dans le sport de l'approche antidopage, en interrogeant un tout petit peu la direction prise, en faisant le lien entre l'antidopage et ce qui se passe en dehors du sport en ce qui concerne l'utilisation de substances telles psychotropes pour travailler sur la performance ou le ressenti par la population générale. Le message que j'ai souhaité partager avec le public pendant cette réunion de francophonie autour de la réflexion utilisation de substances psychotropes par la population en général, c'était de montrer que dans le sport, pour le moment, on a pris une direction très répressive avec une approche tolérance zéro d'utilisation de toute substance qui pourrait éventuellement avoir un effet sur la performance. Et dans un sens, étant donné que cette réflexion au début a été alimentée fortement par le mouvement anti-drogue, on peut considérer que cette approche est une sorte de petite porte arrière qui est utilisée pour de nouveau mettre sur le devant de la scène une approche très répressive en ce qui concerne l'utilisation de substances de toutes sortes dans la société en général. Alors l'antidopage moderne est porté par l'Agence mondiale antidopage qui date du début des années 2000 avec la réflexion qui a donné naissance à cette agence initialement menée en 1999 à Copenhague et était déclenchée par un scandale une année auparavant pendant le Tour de France quand un soigneur d'une équipe cycliste qui était très forte et qui avait des bonnes chances de gagner était arrêté à la frontière entre la Belgique et la France avec dans le coffre de la voiture plein de substances dopantes mais aussi interdites. Notamment, il y avait un mélange avec cocaïne, héroïne, mais également de l'érythropoïétine et corticostéroïdes en grande quantité. Et ce soigneur était en route pour rejoindre son équipe de cyclisme en Irlande. Et donc voilà, c'était devenu un truc important. À l'époque, le ministre responsable des sports, Marie Buffet, d'origine plutôt de pensée gauche, avait pris cette affaire très au sérieux en disant que les cyclistes aujourd'hui, c'est des employés. C'est des professionnels qui sont dans une situation de travail et leur prestation physique sur leur vélo doit être interprétée comme quelque chose qui est monnayé dans un principe de contrat entre employeurs et employés, etc. Et donc, elle interprétait la quasi-obligation de consommer des produits dopants comme étant quelque chose qui était extrêmement problématique. Il y avait une coercition qui n'avait pas sa place dans sa façon de voir les choses dans un milieu de travail. Et ça a été dans une sorte de déclencheur afin de donner plus de poids et d'inertie à cette pensée antidopage qui existait déjà auparavant mais qui n'avait jamais vraiment été mis sur le devant de la scène pour devenir quelque chose de sérieux. Donc ça a été le déclencheur, si vous voulez, de finalement un mouvement qui existait déjà avant mais le transformant dans quelque chose vraiment avec une ambition de harmonisation au niveau global. Alors l'argumentaire derrière le mouvement antidopage moderne repose beaucoup sur l'argument du fait que l'introduction d'une substance permettrait à un athlète par rapport à l'autre qui n'utiliserait pas cette substance à une inégalité des chances de gagner. Alors c'est assez compliqué cet argument, on peut le décoder un petit peu en faisant déjà l'observation que le sport essentiellement
est aujourd'hui, dans le sport élite, une fête, une célébration des différences, donc des inégalités. Je m'explique, c'est à la fin d'une compétition, on a un podium, puis il y en a un ou une qui a gagné, puis ensuite il y a un deuxième, troisième, et puis ensuite tout le reste. Qu'est-ce qui a été déterminant pour faire en sorte que l'athlète qui est sur le devant de tout le monde a gagné? Notamment un talent inné qui n'est pas choisi, qui est un don de la nature, c'est aléatoire, et puis avec un peu de chance, on est né dans un environnement qui permet ensuite de faire fructifier ce talent. Et là, voilà, l'inégalité est flagrante déjà. La taille pour un basketballeur est très important, la force musculaire est très importante pour un sprinter, l'endurance au niveau cardio-respiratoire très important pour un coureur de fond, ainsi de suite. Et on sait que toutes ces choses sont déterminées en grande partie par la génétique. Or, l'argument maintenant que l'ajout d'une technique ou autre, un type d'entraînement, ou voire une substance, amènerait une sorte d'inégalité et ça falsifiait, si vous voulez, ce qu'on appelle en anglais le level playing field, et quelque part un peu frustre du fait que déjà au départ, malheureusement, le principe du sport, c'est la célébration des différences qui était déjà là, et le fait d'être né avec les meilleurs gènes par rapport à un autre, bon, il n'y a pas beaucoup de mérite dans cela. Donc c'est assez compliqué. Ceci dit, il y a un autre argument qui peut être amené pour essayer de défaire un tout petit peu cet argument de l'inégalité des chances avec l'utilisation de certaines substances, c'est que ce n'est pas du tout dit que la substance X ait le même effet sur chaque personne. Ce n'est pas quelque chose de égalitaire en ce qui concerne les effets physiologiques. C'est très probable que ça varie entre les personnes. Et dans un sens, donc potentiellement, on pourrait aussi voir l'utilisation de certaines substances comme un moyen, justement, envers une certaine égalisation de la différence au départ de la ligne de départ en ce qui concerne les chances de gagner. Donc, voilà, le questionnement doit être, est-ce que c'est vraiment un argument qui tient la route, ou est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas regarder les choses de façon un peu différente? L'antidopage moderne, donc porté par l'Agence mondiale antidopage, a mis en place tout un système avec des particularités assez frappantes, mais pour des raisons tout à fait compréhensibles, qui reposent sur des principes de juridisme. C'est juridique. C'est les juristes qui ont dicté finalement la façon de définir ce que c'est le dopage dans le sport, puis ensuite de mettre en place tous les arguments pour faire en sorte que la force, le pouvoir se trouve vraiment du côté de l'agence, afin d'avoir tous les outils en main pour réprimer tout athlète qui serait amené à utiliser un produit ou un autre. Alors, pour ensuite avoir aussi une certaine liberté en ce qui concerne ce qui se trouve finalement sur la liste, l'Agence mondiale antidopage a décidé de mettre en place un système qui utilise 3 critères. Et 2 des critères doivent être applicables à une substance ou une méthode pour que cette substance ou cette méthode soit mise sur la liste de ce qui est interdit. Alors, ce qui est très frappant, c'est que c'est des critères qui sont formulés de telle façon à ce que c'est extrêmement inclusif. C'est-à-dire que ça donne vraiment la possibilité de mettre tout imaginable sur la liste. Alors, ces critères sont ça augmente la performance, ou ça pourrait augmenter la performance. 2, c'est dangereux pour la santé, ou ça pourrait nuire à la santé. Et 3, c'est contre l'esprit du sport. Et l'esprit du sport, c'est toute une série de critères relativement vagues, éthico-philosophiques,
et sociologique. Et puis là, voilà, quoi, c'est quelque chose qui ne plaît pas. On pourrait plutôt dire ça, que ça représente ce troisième critère. Or, ce critère peut être utilisé effectivement pour mettre tout sur la liste. Moi, je me suis amusé à faire un argumentaire comme quoi il faudrait mettre les placebos sur la liste, parce qu'un placebo peut tout à fait améliorer la performance. Un placebo peut avoir des effets nocebo, c'est-à-dire nuire à la santé. Et le fait de prendre un cachet est interprété aujourd'hui comme étant tout à fait contre l'esprit du sport. Donc c'est quelque chose qui est terriblement inclusif, qui va très très loin, et probablement aujourd'hui a des effets secondaires qui sont importants, parce qu'on pense que jusqu'à 40% des cas, disons, de dopage avérés, c'est-à-dire qu'on trouve trace d'une certaine substance dans l'urine ou le sang, sont finalement des conséquences de cette dureté de la chose mise en place. Donc c'est plutôt des victimes du système antidopage que des dopeurs qui voulaient vraiment améliorer leur performance. Alors, quelle serait une alternative à étudier pour essayer de sortir de ce chemin qui finalement mène à un système qui ne marche pas, qui n'est pas très efficient, qui est hyper compliqué, coûte cher et effectivement peut amener à accuser des athlètes qui ne cherchaient pas à améliorer la performance, mais qui ont la malchance de tomber finalement victimes de la dureté du système. C'est par exemple de commencer à enlever certaines substances de la liste et puis de voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de substances sur la liste dont on ignore finalement si vraiment c'est dangereux pour la santé, si vraiment ça améliore la performance. Et en permettant l'utilisation de ces substances et puis en faisant ensuite une épidémiologie renforcée pour voir finalement c'est quoi les résultats, en termes de performance et de santé, on pourrait progressivement arriver à une situation beaucoup plus simple à gérer, en acceptant finalement que l'objectif principal du sport élite, c'est d'améliorer la performance par tous les moyens imaginables, jusque dans un certain niveau compatible avec une protection d'un capital santé.